le champion d'Europe qui tombe à domicile après un miracle de l'Atlético, le PSG qui passe enfin en quart de finale. On aura vécu une soirée de Ligue des Champions de qualité que je vous propose d'analyser tout de suite. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié votre soirée de football. Dans l'analyse des matchs d'hier, je vous avais dit que la rencontre à regarder ce serait Liverpool-Atlético, mais je le disais parce qu'au moins là on aurait du public. Jamais j'aurais prédit ce qui s'était passé et je vous propose de rentrer directement sans plus tarder dans les détails de cette rencontre fantastique. L'un des gros problèmes de Liverpool au match aller, ça avait été ses difficultés récurrentes à faire quelque chose de bien du ballon sur attaque placée. Jürgen Klopp a remédié à ça hier avec une solution maison, une solution qu'il utilise depuis la saison passée, permettre à ses intérieurs de jouer comme de seconds attaquants presque ou comme de seconds ailiers. Ça s'est surtout vu avec la présence d'Alex Oxlade-Chamberlain dans le 11. Le joueur numéro 15, il a attaqué la profondeur avec ballon, sans ballon pour étirer aussi les lignes adverses, il pouvait faire les deux. Il a parfois passé du temps en tant qu'ailier pour permettre à Salah d'être à l'intérieur ou alors pour permettre à Alexander-Arnold d'être à l'intérieur. Il y avait toujours des positions qui étaient interchangées par ces trois joueurs-là, toujours un triangle qui était créé côté Atlético et les colchoneros ont eu énormément de mal à gérer cette supériorité numérique créée par les Reds, mais aussi à gérer les déplacements constants de ces joueurs. Ça, qu'est-ce que ça permettait? Ça permettait à Liverpool d'avoir toujours un centreur qui avait le temps de lever la tête et de mettre le ballon dans la boîte. Et les centres de Liverpool, on les connaît. C'est pas des centres comme ça par dépit, parce qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Non, ils ont toujours une intention précise. Le ballon arrive toujours très bien tendu et il redescend juste au bon moment. L'autre chose qui a été utilisée par Liverpool durant cette mi-temps pour surtout contrecarrer le pressing de l'Atlético, ça a été les longs ballons. Ils ont parfois un peu abusé de ces longs ballons, mais quand ça arrivait à destination, surtout sur les latéraux qui étaient placés haut, ça posait de gros problèmes à l'Atlético qui voyait son pressing balayé avec une seule passe. Liverpool ne fait pas une première mi-temps brillante, mais si c'est la meilleure équipe du monde, c'est justement parce qu'ils arrivent avec de petites adaptations comme ça, assez simples, qui ne sont pas non plus transcendantes, à reprendre en main le match et à créer pas mal de dangers. Ce qu'ils n'avaient peut-être pas imaginé, c'est que dans la surface adverse, ils auraient affaire à un Felipe Monteiro exceptionnel. Il a aimanté tous les ballons, le défenseur central colchonero qui, soit dit en passant, fait partie des meilleurs centraux d'Europe cette saison, surtout pour ce qui concerne le jeu dans sa propre surface. Lui et Savic ont renvoyé une quantité de ballons exceptionnelle. C'est d'autant plus méritoire que Jan Oblak, malgré le fait qu'il fasse un match immense hier dans les airs, il n'était pas aussi bon que d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais il était un peu lent au moment de sortir. Je sais pas si c'est à cause du terrain qui était lourd, mais il y a plusieurs fois où il n'arrivait pas à attraper le ballon, il l'a chopé juste du bout des doigts. Il y a un autre élément qui a rendu les choses un peu difficiles pour l'Atlético durant la première mi-temps, c'était que ces vagues constantes de Liverpool, ces centres venus à chaque fois de très loin, parce qu'ils ont centré énormément en première mi-temps et durant tout le match, 47 centres, c'était que vous devez à chaque fois dégager le ballon proprement. Et ça suffit pas juste d'effleurer le ballon, de le repousser, non. Il y a une exigence qui est demandée par Liverpool dans la manière dont vous allez dégager le ballon qui est très grande parce que voilà, ils ont pas mal de joueurs décrochés qui attendent, Wijnaldum, Henderson, qui sont là prêts à saisir la première balle mal dégagée, le premier ballon un peu comme ça, un mou renvoyé par l'adversaire. Le premier but de Liverpool, c'est tout un symbole parce que c'est une projection d'Oxlade-Chamberlain, un centre en retrait et une projection de l'autre intérieur, Wijnaldum qui reprend le ballon qui marque. On voit sur cette action ce que je vous disais, les deux intérieurs de Liverpool qui cherchent à se projeter, qui vont haut. Ils ont parfaitement rempli les consignes de Jürgen Klopp. Si l'Atlético arrivait plus ou moins à ressortir le ballon en première mi-temps, c'était grâce à la présence de João Félix entre les lignes. C'est vrai que Liverpool les mettait tellement sous pression que c'était difficile de ressortir les ballons et le Portugais, la présence du Portugais dans les lignes adverses a été très utile. En deuxième mi-temps, pas du tout le même scénario. Liverpool a fait une deuxième mi-temps digne de l'équipe qu'elle est, la meilleure équipe du monde, et l'Atlético n'avait plus aucun moyen de sortir, plus aucun plan. C'est un journaliste espagnol qui disait que le plan en deuxième mi-temps, le plan tactique, ça a été Jan Oblak. Ils arrivaient à partir de la 55e minute déjà, même plus à tenir le ballon. Tout ce qu'ils faisaient, c'était renvoyer inexorablement les vagues adverses. Et le but, c'était de se concentrer sur le prochain ballon, sur le prochain dégagement de la tête. C'est très difficile d'imaginer ce qu'ils allaient faire à long terme. Ils n'avaient plus aucune route d'ailleurs pour attaquer le but adverse. Ils étaient toujours au bord du gouffre. Alors quand Simeone il sort Diego Costa pour faire rentrer Marcos Llorente, un joueur a priori défensif, on se dit waouh, ça va être très long. Est-ce qu'ils vont réussir à
tenir 30 minutes acculés contre leur but et avec aucune capacité de ressortir le ballon parce qu'ils ont perdu un attaquant sur le terrain. Et là où Simeone il a été subtil, c'est que lui il n'envisageait pas l'entrée de Llorente comme un changement défensif comme on le pensait tous, mais comme un changement offensif. Et c'est pour ça qu'à la grande surprise de tous les observateurs, il a placé Llorente sur le côté droit. Llorente en fait c'est un joueur qui est assez bon pour courir, il est très très puissant, dès qu'il y a des mètres à attaquer il est bon et ça a été ça qui a fait la différence au final. Alors je sais pas du tout comment Liverpool n'arrive pas à plier le match avant la fin, ils ont un Jan Oblak immense face à eux, immense. Ils ont un peu de malchance aussi j'imagine à la finition. Mais voilà qu'on atteint les prolongations, que l'Atlético est miraculé et voilà en prolongation l'arme Marcos Llorente placé à droite, libre de se projeter et pas collé à Thomas Partey au centre, elle offre 2 buts à l'Atlético. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas comment ils ont fait pour éliminer Liverpool, c'est assez irrationnel. Un immense Jan Oblak qui fait des miracles au quotidien depuis 4 ans, beaucoup de chance. L'erreur aussi d'Adrian San Miguel qui relance les Colchoneros dans le match. Et puis j'imagine aussi la conviction absolue qu'on peut toujours souffrir plus, qu'il faut chercher d'une façon ou d'une autre la force nécessaire pour renvoyer un énième ballon. Bref, cette mentalité que Simeone a réussi à inculquer à ses joueurs qui croient en eux alors que personne ne croit en eux, servent un petit peu au moins à expliquer le fait que l'Atlético sort vivant de cette rencontre. On ne peut pas reprocher grand chose à Liverpool honnêtement. On peut rejouer le match 10 fois et le remporterait 9 fois. Passons désormais au match PSG-Dortmund, un match pour lequel j'ai eu beaucoup plus de peine à m'enflammer et je vous explique pourquoi. À l'approche de ce match, Thomas Tuchel il avait 2 propositions sur la table. Soit envisager ce match comme une succession d'allers de retour entre les buts, un match très très ouvert mais qui permettrait au moins à ces joueurs de profiter d'espace parce que le PSG avec des espaces est très très fort et sans espace ils ont beaucoup plus de peine, surtout que Verratti était absent, ou alors pour pas tenter le tout pour le tout, pour pas tenter le diable, proposer un match beaucoup plus calme, avec beaucoup plus de contrôle mais avec des difficultés à créer des choses sans espace. Thomas Tuchel il a choisi la deuxième option, ça fait sens, on est en Coupe d'Europe, on ne peut pas non plus prendre des risques trop importants. Mais du coup, certains des problèmes du match aller allaient se manifester inévitablement, ça on pouvait le savoir même avant le coup d'envoi. C'est effectivement ce qui s'est passé. Dès la deuxième action du match, Neymar il redescend à la hauteur de son double pivot pour prendre le ballon et tenter de gagner des mètres balle au pied. Les défenseurs centraux du PSG et ce double pivot Gay Paredes, c'est pas les joueurs les plus courageux avec ballon, c'est pas les joueurs les plus ambitieux à l'heure de gagner des mètres, de tenter des passes entre les lignes, etc., etc. Alors le PSG, pour quand même tenter de ressortir, passer dans un premier temps par les côtés avec la présence de Bernat qui est collé à la ligne, ça c'est un classique du système à 3 défenseurs de Thomas Tuchel, et un autre classique, le fait que ce soit Neymar ou Sarabia qui viennent dans cette zone pour proposer un relais un peu plus haut sur le terrain pour que Bernat ait une solution de passe. Ça n'a pas tant duré que ça et au final le PSG a choisi de repasser par le centre mais avec les mêmes problèmes, cette relance où il n'y a personne pour s'intercaler entre les lignes, où le double pivot est à la même hauteur sur la même ligne et avec un défenseur central, Kimpembe, qui a été un peu plus courageux avec le ballon. On a vu plusieurs fois ces incursions de Kimpembe balle au pied, mais son accompagnant Marquinhos a été beaucoup plus discret de ce côté-là. Il y avait même plusieurs actions du match où vous aviez un carré défensif, double pivot défenseur centraux, personne devant, et c'est Neymar qui devait aller s'incorporer dans cette zone avec l'aide de Di Maria sur la fin de la mi-temps seulement. On retrouve les mêmes problèmes du PSG qu'au match aller, et pour ça, il n'y a pas vraiment de quoi s'enflammer, j'ai trouvé. Alors c'est vrai qu'on peut louer la performance défensive du PSG qui a très peu souffert contre Dortmund, mais c'est aussi lié au fait que voilà, en étant si prudent avec le ballon, en essayant de prendre assez peu de risques, vous vous exposez pas à des pertes dangereuses. Ensuite, c'est beaucoup plus difficile comme une équipe comme Dortmund qui est très réactive plutôt que proactive de vous créer du danger. Le fait que offensivement vous soyez assez limité, très conservateur, ça vous aide grandement défensivement. Ce que j'ai mieux aimé, on va dire. Ce que j'ai mieux aimé, c'était que le PSG a réussi à interpréter plutôt bien ce qu'il devait faire une fois qu'il menait 2-0. Il s'est replié, il n'a pas eu trop de problèmes à le faire. Il sait aussi que s'il se replie, il a la capacité à bien ressortir avec le ballon parce que ça permet à Neymar, à Cavani en point d'appui, à Di Maria d'être un peu plus proches les uns des autres, de faire des triangles s'il faut, de jouer parfois le troisième homme éventuellement ou de trouver un point d'appui avec le buteur uruguayen. Ça, c'était pas trop mal le fait que le PSG sache quoi faire à ce moment-là du match, mais encore une fois, si on envisage qu'avec une telle performance le PSG puisse poser de gros problèmes aux adversaires futurs de la compétition, je pense qu'on se met un peu le doigt dans l'œil et j'ai l'impression que sur ce match on célèbre plus la qualification de Paris que le contenu du match.
Quand Paris a produit de bonnes choses avec ballon, c'était souvent dû à des initiatives individuelles. Typiquement, un Neymar qui voit une zone libre, qui va se positionner là, qui prend le ballon, qui va affronter, etc., etc. Entre le fait que vous avez 3 défenseurs centraux qui apportent très peu avec ballon et un double pivot qui apporte très peu avec ballon, vous avez 5 joueurs sur 10 joueurs de champ qui vous servent à pas grand chose. Et ensuite, vous avez un Bernat qui fait de super incursions, qui lit très bien le jeu, qui a un argument offensif en soi, mais c'est pas comme si à Bernat, vous pouvez lui demander de recevoir le ballon collé à la ligne et de produire énormément de choses. Di Maria, ça a été un peu la même chose en première mi-temps, hein, collé à la ligne, et ok, il peut venir à l'intérieur, mais il peut pas non plus faire des miracles. Cavani aussi, parlons-en, ça on le sait, on va pas lui le reprocher, mais c'est pas un joueur qui apporte grand chose dans le jeu. Ça demande du coup à Sarabia d'aller sur les côtés, de faire de très très grands mouvements sur l'axe horizontal et encore une fois, ça dépend pas mal d'initiatives individuelles. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. On aura vécu une bonne soirée de Ligue des Champions, la dernière avant un bout de temps malheureusement. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu. Et puis nous on se retrouve comme d'habitude le dimanche à 10 h. D'ici là, bonne journée. Allez, ciao!